Ma mère a ignoré ma fête prénatale pour partir en vacances avec ma sœur préférée. C'est ma vraie famille. Contrairement à toi, a dit ma mère. Nous avons besoin de ça. Ma sœur m'a appelé. Cette famille n'a jamais été faite pour toi. Je suis restée silencieuse et je me suis occupée de quelque chose en toute discrétion. Le lendemain matin. 39 appels manqués de ma mère, mon père, ma sœur. Pas d'électricité. Pas d'eau. Le loyer. S'il te plaît, ne fais pas ça. Nous t'en supplions. J'ai répondu, trop tard. Je m'appelle Nathalie Carter. J'ai 31 ans, je suis enceinte de 7 mois et je travaille comme technicienne en échographie dans une clinique pour femmes juste à l'extérieur de Franklin, au Tennessee. J'avais l'habitude de penser que devenir mère amènerait enfin ma propre mère à me regarder comme si j'avais de l'importance. Pas sa préférée, pas la première. Juste assez pour qu'elle soit présente. C'était tout ce que je voulais. Ma fête prénatale était censée être simple, un jardin chaleureux, quelques décorations pastel, des cupcakes faits maison, des cadeaux pour le bébé, et un après-midi où je n'aurais pas à me demander si j'avais ma place dans ma propre famille. Mais le matin de la fête, alors que je me tenais devant le miroir de la salle de bain dans une robe bleu tendre, essayant de calmer ma respiration, j'ai vérifié mon téléphone et j'ai vu le message qui a changé quelque chose en moi pour de bon. Ma mère ne venait pas. Elle était partie en vacances à la place. Pas n'importe quelles vacances, un voyage à la plage avec ma sœur aînée, celle qui avait toujours été traitée comme la vraie fille. Pendant que je recevais ce qui restait, je fixais la photo qu'elles avaient publiée, prise sur une chaise longue de complexe hôtelier sous des parasols blancs, souriant comme si elle n'avait pas juste manqué l'un des jours les plus importants de ma vie. Quand j'ai demandé ce qui pouvait bien avoir plus d'importance que cela, ma mère a répondu par une phrase que je ne pense pas pouvoir oublier un jour. Elle a dit que ma sœur était sa vraie famille et qu'elles avaient besoin de ça. Un peu plus tard, ma sœur a appelé et a empiré les choses. Elle m'a dit que cette famille n'avait jamais été faite pour moi. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas supplié. Je n'ai pas argumenté. Je suis restée silencieuse, j'ai ouvert quelques applications et je me suis occupé de quelque chose que j'aurais dû gérer il y a bien longtemps. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec 39 appels manqués, des messages concernant l'électricité, l'eau, le loyer, et 3 personnes se souvenant soudainement de mon existence. J'ai regardé l'écran pendant un long moment avant de renvoyer 2 mots. Trop tard. Avant que je vous dise pourquoi ils paniquaient vraiment et pourquoi mon silence les a frappés plus durement que n'importe quelle dispute n'aurait pu le faire, dites-moi quelle heure il est là où vous êtes en ce moment et d'où vous écoutez. Je veux vraiment savoir jusqu'où cette histoire a voyagé. Je ne suis pas né dans une famille qui criait, jetait des assiettes ou faisait des scènes dans les épiceries. Cela aurait été plus facile à expliquer. La mienne était du genre à sourire en public, à apporter des gratins au repas partage de l'église, à envoyer des cartes de Noël avec des tenues assorties, et à s'assurer que chaque voisin croyait que nous étions solides, reconnaissants et proches. Les dégâts se produisaient de manière plus silencieuse. Ma sœur aînée était la personne vers qui tout le monde se tournait naturellement. Quand elle entrait dans une pièce, les gens réagissaient comme si quelque chose d'important était arrivé. Quand j'entrais dans une pièce, les gens supposaient que j'étais là pour aider à nettoyer après. Elle était raffinée, charmante, et savait toujours exactement comment jouer la bienveillance devant les autres. J'étais la personne fiable, ce qui sonne comme un compliment jusqu'à ce que vous réalisiez que fiable est souvent le mot que les familles utilisent quand elles prévoient de prendre de vous sans vous en remercier. En grandissant, j'ai appris à avoir besoin de moins. Moins de louanges, moins d'attention, moins de réconfort. Si je ramenais de bonnes notes, j'avais un hochement de tête. Si elle faisait des biscuits à partir d'une préparation en boîte, ma mère agissait comme si elle avait inventé la chaleur elle-même. Si j'étais blessé, j'étais dramatique. Si elle était contrariée, cela devenait une urgence familiale. Au moment où j'ai eu la vingtaine, j'avais cessé d'attendre l'équité. Je voulais juste la paix. Puis mon père a perdu son emploi. Ma mère a commencé à réduire ses heures de travail et chaque appel de la maison se terminait d'une manière ou d'une autre par des soucis d'argent. Ce n'était jamais formulé comme une exigence. C'était toujours temporaire. Juste jusqu'au mois prochain. Juste jusqu'à ce que le bail soit stable. Juste jusqu'à ce que les factures se calment. Juste jusqu'à ce que ta sœur règle quelques trucs. Je les croyais parce que je voulais croire qu'aider me ferait partie de quelque chose de réel. J'ai couvert la facture d'électricité une fois,
puis celle de l'eau, puis une partie du loyer. Plus tard, j'ai ajouté leur forfait téléphonique parce que ma mère disait que c'était plus simple. Quelque part en cours de route, mon aide a cessé d'être une aide pour devenir un système. Personne n'a annoncé ce changement. Ils ont juste commencé à agir comme si cela avait toujours été mon rôle. Puis j'ai rencontré Owen. Il était stable d'une manière dont je ne savais pas que j'avais besoin. Il enseignait l'histoire au lycée local et avait cette voix calme qui n'essayait jamais de gagner une conversation. Avec lui, rien ne ressemblait à un test. Il ne me faisait pas passer une audition pour obtenir de l'amour. Quand je lui ai parlé de ma famille, il ne m'a jamais poussé à couper les ponts. Il posait juste des questions simples que personne ne m'avait posées auparavant. T'ont-ils déjà remercié? Sont-ils là pour toi comme tu es là pour eux? Le fait de les aider rend-il ta vie meilleure ou plus petite? J'avais toujours une réponse prête, mais aucune d'entre elles ne semblait convaincante quand je les disais à voix haute. Pourtant, quand je suis tombée enceinte, une partie de moi est devenue pleine d'espoir d'une manière qui me semble maintenant embarrassante. Je pensais qu'un bébé pourrait adoucir quelque chose. Je pensais que peut-être ma mère me verrait différemment quand je deviendrais mère aussi. Je pensais que peut-être elle viendrait à la fête, arborerait un de ses faux sourires doucereux, toucherait mon ventre et ferait comme si rien n'était brisé. Honnêtement, j'aurais même accepté cela. C'est la partie que je déteste admettre. Je n'avais pas besoin de guérison. Je me serais contenté d'une performance. Mais même cela était apparemment trop demandé à des gens qui avaient déjà décidé quelle fille comptait. La fête prénatale était censée être la plus simple des joies. Les parents d'Owen ont offert leur jardin à la minute où nous avons choisi la date. Sa mère a acheté des décorations bleu tendre et crème et a passé 2 week-ends à planifier le menu comme si elle organisait un mariage. Son père a accroché des guirlandes lumineuses le long de la clôture et a installé des tables pliantes sous l'érable. Sa tante a préparé de nombreuses quiches. Son oncle a apporté une chaise à bascule qu'il avait restaurée à la main. Et l'une des cousines d'Owen a mis en place un petit stand pour que les invités écrivent des mots au bébé que nous pourrions conserver dans une boîte à souvenirs. C'était le genre d'attention qui vous faisait sentir soutenu avant même que quelqu'un ne prononce votre nom. Tout le monde me demandait ce dont j'avais besoin, si j'étais fatigué, si j'avais mal aux pieds, si je voulais de la limonade, de l'eau ou une chaise à l'ombre. Je vous dis cela parce que j'ai besoin que vous compreniez le contraste. J'étais là, entouré de gens qui traitaient ma grossesse comme quelque chose de précieux, tandis que les personnes que j'avais passé des années à soutenir ne pouvaient même pas se donner la peine d'inventer une excuse assez bonne pour être crédible. J'avais communiqué la date à mes parents plus d'1 mois à l'avance. J'ai envoyé un texto de rappel la semaine précédente. Ma mère m'a donné une de ces réponses vagues qui signifiait qu'elle voulait se garder la possibilité de me décevoir plus tard. Elle a dit qu'ils essaieraient. Elle a dit que cela dépendait de quelque chose. Elle a dit que ma sœur avait eu beaucoup de soucis ces derniers temps, ce qui était presque drôle étant donné que la version d'1 mois difficile de ma sœur impliquait généralement un forfait spa et une légende dramatique en ligne. Le matin de la fête, je n'arrêtais pas de vérifier mon téléphone même si je me disais que j'avais fini d'attendre quoi que ce soit. Les invités arrivaient. Les sacs cadeaux s'empilaient près des porte-fenêtres. Quelqu'un riait près de la table des desserts. Je me souviens être resté là, une main sur mon ventre, souriant aux gens, les remerciant, étant exactement le genre de femme enceinte gracieuse que tout le monde attend, tandis que ces 2 chaises vides au bord du jardin semblaient plus bruyantes que n'importe quel discours. Puis j'ai vu la photo. Ma sœur l'avait publiée dans sa story. Sable blanc, serviette d'hôtel, 2 boissons glacées avec des tranches d'orange, mes parents assis à côté d'elle avec des lunettes de soleil surdimensionnées, souriant comme s'ils s'étaient échappés de quelque chose d'épuisant plutôt que d'avoir manqué la fête prénatale de leur propre fille. La légende était du genre de cruauté mesquine que seule une personne très entraînée peut faire paraître décontractée, enfin un peu de vrai temps en famille. Je l'ai fixé jusqu'à ce que la mère d'Owen me touche le bras et me demande si tout allait bien. J'ai répondu oui automatiquement parce que c'est ce que les gens comme moi font quand nous n'allons pas bien du tout. J'ai envoyé la photo à ma mère. Je n'ai même pas ajouté de mots, juste l'image. Elle a répondu rapidement, comme si elle attendait ma réaction. Elle a dit, « Ta sœur est ma vraie famille, contrairement à toi. Nous avons besoin de ça. » J'ai senti quelque chose en moi devenir très immobile. Pas brisé, pas explosé. Immobile. C'était en quelque sorte pire. Quelques minutes plus tard, mon téléphone a sonné. Ma sœur.
Je me suis éloigné des invités et j'ai répondu parce que j'avais besoin d'entendre quel genre de personne dit quelque chose comme ça à voix haute un jour comme le mien. Elle ne m'a pas déçu. Elle m'a dit que je ramenais toujours tout à moi. Elle a dit que certaines familles sont simplement faites pour être ensemble et que certaines personnes passent toute leur vie à forcer une place qui ne leur a jamais été destinée. Puis elle a ri doucement et a dit, « Cette famille n'a jamais été faite pour toi. » Je me souviens avoir regardé le jardin pendant qu'elle disait cela. Le père d'Owen tendait une assiette de nourriture à l'un des voisins plus âgés. Sa tante ajustait un ruban sur un sac à dos. Quelqu'un que je connaissais à peine plaçait soigneusement des chaussettes de bébé dans un panier avec du papier de soie. Tous ces gens me montraient plus de gentillesse en un après-midi que ma propre mère et ma sœur ne m'en avaient montré en des années. C'est à ce moment-là que l'humiliation a cessé d'être personnelle pour devenir éclairante. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai rappelé personne. J'ai glissé mon téléphone dans mon sac à main, je suis rentré dans la maison, je me suis assise à la table de la salle à manger et j'ai ouvert toutes les applications que j'avais évitées depuis trop longtemps. Quand les gens imaginent la vengeance, ils pensent à des cris, des portes qui claquent, des discours dramatiques, peut-être un verre qui se brise quelque part en arrière-plan. La mienne ressemblait à du silence et des mots de passe. La salle à manger était calme, à l'exception du son étouffé des rires venant de l'extérieur et du faible bourdonnement du climatiseur. J'ai d'abord ouvert mon application bancaire, puis mes courriels, puis le dossier que j'avais constitué au cours des 2 dernières années sans admettre pleinement pourquoi je le faisais. Peut-être qu'une partie de moi avait toujours su que j'aurais un jour besoin de preuves. J'ai fait défiler virement après virement, paiement après paiement, de petites suites de chiffres qui disaient la vérité plus honnêtement que n'importe quel souvenir de famille ne pourrait jamais le faire. Soutien au loyer, électricité, eau, gaz, forfait téléphonique, courses d'épicerie d'urgence, assurance auto, paiement de transition. Quand mon père avait juré que ce ne serait que pour un mois. J'ai tout additionné. Le total m'a fait m'adosser à la chaise et rire une fois, non pas parce que c'était drôle, mais parce que le nombre était tellement plus grand que la version de l'histoire qu'il raconterait plus tard aux autres. Je n'avais pas aidé occasionnellement. J'avais tranquillement soutenu des adultes qui trouvaient encore le moyen de me traiter comme si j'étais jetable. J'ai annulé le virement du loyer en premier, puis le paiement automatique des services publics, puis le forfait téléphonique partagé, puis la carte de secours que ma mère avait encore pour ce qu'elle appelait les urgences domestiques, ce qui, je le comprenais maintenant, incluait des achats en ligne et des acomptes pour des séjours en hôtel. J'ai changé les mots de passe, supprimé les appareils liés et envoyé un message au bureau de gestion immobilière indiquant qu'à compter de ce jour, je ne ferai plus de paiement de soutien volontaire au nom des locataires. J'ai été prudente avec chaque mot, aucune émotion, aucune insulte, juste des faits. J'en savais assez à ce moment-là pour comprendre que la limite la plus nette et la plus difficile à combattre pour les manipulateurs. Quand j'ai eu fini, j'ai imprimé le relevé des 4 dernières années depuis l'imprimante des parents d'Owen. Je reniflais. Les pages continuaient de sortir. Il y a quelque chose de profondément satisfaisant à entendre les preuves s'accumuler en temps réel. Je les ai agrafées, j'ai écrit le total sur la première page et je les ai glissées dans une enveloppe. Puis j'ai écrit une note. Puisque je ne suis apparemment pas de la vraie famille peut couvrir ses dépenses à partir de maintenant. J'ai presque ressenti de la culpabilité pour cette phrase, mais seulement pendant une seconde. Owen est entré alors que je scellais l'enveloppe. Il a regardé les papiers, puis moi, et j'ai pu voir qu'il a tout de suite compris que quelque chose de fondamental avait changé. Il n'a pas demandé si j'étais sûr. Il a juste tiré la chaise à côté de moi et s'est assis. Je lui ai montré les messages de ma mère et de ma sœur. Il les a lus une fois, son visage se crispant de cette manière silencieuse qu'il avait toujours quand il était en colère mais essayait de ne pas ajouter d'huile sur le feu. Puis il a posé mon téléphone face contre la table et a dit, « Tu ne dois pas aux gens un accès illimité juste parce qu'ils partagent ton nom de famille. » Sa mère est entrée un peu plus tard et nous a trouvés là. J'attendais de la pitié de sa part. Au lieu de cela, elle m'a donné quelque chose de mieux. Elle a dit, protéger son enfant commence bien avant l'arrivée du bébé. Parfois, cela commence par décider quel genre de traitement votre enfant ne verra plus jamais sa mère accepter. Cette phrase a eu plus d'impact que tout le reste ce jour-là. Au moment où je suis retourné dehors, je me sentais plus légère que je ne l'avais été depuis des mois. Pas heureuse, pas guérie, juste lucide. J'ai souri pour les photos, ouvert les cadeaux, remercié les gens, mangé trop de salade de fruits et me suis laissé aimer par les personnes qui étaient réellement présentes. Les appels ont commencé plus tard dans la soirée,
au moment où les invités partaient et où Owen chargeait les chaises pliantes dans le garage. Ma mère a appelé en premier, puis mon père, puis ma sœur. J'ai regardé mon téléphone s'allumer encore et encore sans répondre une seule fois. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec 39 appels manqués et un mur de messages qui semblaient tous étrangement urgents pour des gens qui avaient décidé que je n'étais pas de leur famille moins de 24 heures plus tôt. L'électricité était coupée. L'eau était coupée. Le loyer n'était pas passé. Mon père disait qu'il devait y avoir une erreur. Ma mère me suppliait de ne pas faire ça. Ma sœur a écrit 3 paragraphes sur le stress et le timing et sur le fait que j'avais choisi le moment le plus cruel possible pour agir en victime. J'ai lu chaque message attentivement, posé le téléphone sur ma table de chevet et tapé la seule réponse qu'ils allaient recevoir de ma part ce matin-là. Trop tard. On pourrait penser que des gens qui ont été démasqués se feraient discrets pendant un certain temps, se regrouperaient, et essaieraient peut-être la culpabilisation à distance. Ma famille préférait l'approche directe, principalement parce qu'ils avaient passé toute ma vie à supposer que s'ils se manifestaient assez bruyamment, je finirais par céder. Mon père a envoyé un texto disant qu'il devait parler en personne. Ma mère a dit que c'était un malentendu. Ma sœur a dit que je me ridiculisais et que je rendais un problème temporaire permanent. Je leur ai dit qu'ils pouvaient passer à la maison dimanche à midi s'ils voulaient en discuter. Ce que je n'ai pas mentionné, c'est qu'ils ne trouveraient pas l'ancienne version de moi. Dimanche est arrivé, lumineux et humide. Owen a fait du café. Ses parents sont venus tôt. Sa tante et son oncle sont arrivés aussi. Non pas que j'avais besoin de renfort de manière théâtrale, mais parce que j'en avais fini avec les conversations privées avec des gens qui réécrivaient la réalité à la seconde où ils sortaient. Si ma famille voulait parler, ils pouvaient le faire devant des témoins. À midi pile, leur VUS s'est garé dans l'allée. Ma mère est sortie la première, ses lunettes de soleil toujours sur le nez, comme si elle arrivait à un brunch au lieu du désordre qu'elle avait créé. Mon père avait ce regard rigide que les hommes ont quand ils savent qu'ils ont tort mais préféreraient mourir plutôt que de le dire en premier. Ma sœur est arrivée en dernier, tenant son téléphone et arborant l'expression qu'elle avait toujours quand elle croyait pouvoir se sortir des conséquences par le charme. Je les ai laissés entrer et je ne leur ai pas offert à boire. Rien que cela semblait les déstabiliser. Ils ont remarqué les parents d'Owen dans le salon et ont hésité, mais il était trop tard pour battre en retraite avec élégance, alors ils se sont assis. Ma mère a commencé à parler immédiatement. Elle a dit que j'étais allé trop loin. Elle a dit que couper les services sans avertissement était abusif. Elle a dit que les familles résolvaient les malentendus au lieu de se punir mutuellement. Je me souviens avoir pensé que c'était fascinant de voir à quelle vitesse les gens découvrent le langage de l'équité quand ce sont eux qui sont soudainement mal à l'aise. J'ai d'abord tendu le dossier à mon père. Il l'a regardé avec un froncement de sourcils, comme si la paperasse était indigne de lui, puis l'a ouvert et a commencé à feuilleter page après page les virements de compte, les courriels de confirmation, les avis de retard que j'avais couverts. Les reçus liés à la carte que ma mère avait appelée l'usage d'urgence. À la 3e page, la couleur de son visage avait changé. Ma mère s'est penchée, a vu le total sur la page de couverture et a carrément dit « ça ne peut pas être juste ». Ce qui était une phrase si parfaite que je l'ai presque admirée. Ma sœur a alors ri, mais c'était un rire faible et tremblant. Elle a dit que tout le monde aide sa famille parfois, et que j'agissais en martyr pour un soutien normal. C'est à ce moment-là que je lui ai tendu la 2e enveloppe. Elle l'a ouverte nonchalamment au début, puis s'est arrêtée. À l'intérieur se trouvaient des captures d'écran de messages de groupe qu'elle ne savait pas que j'avais vus. Des messages que m'avait transférés des mois plus tôt un cousin qui en avait eu assez de faire semblant de ne pas remarquer comment elle parlait de moi. Il y avait des lignes sur le fait que j'étais désespéré d'attention, que la grossesse m'avait rendu insupportable, que je serais toujours du genre à confondre la pitié avec l'amour. Il y avait un message où elle disait à ma mère de ne pas s'inquiéter parce que Nathalie cède toujours, et un autre où elle plaisantait en disant qu'au moins mon argent était utile, même si ma personnalité ne l'avait jamais été. La pièce est devenue silencieuse d'une manière que je ne pense pas qu'aucun d'eux n'avait jamais connue auparavant. Ma mère a essayé la voix familière. Elle a commencé à pleurer. Elle a dit que ma sœur ne le pensait pas comme ça. Elle a dit que tout le monde dit des choses quand on est contrarié. Elle a dit que je sortais des messages privés de leur contexte, ce qui était culotté étant donné que le contexte était des années de manque de respect financé par mon propre compte en banque. Mon père s'est raclé la gorge et a demandé ce que je voulais exactement. C'était la première question honnête que quelqu'un de ma famille m'ait posée depuis très longtemps.
Je lui ai dit que je voulais la même chose que j'aurais dû exiger il y a des années. De la distance. Plus d'accès à mes finances. Plus de demandes surprises. Plus d'insultes déguisées en honnêteté familiale. Plus de présence quand ils avaient besoin de quelque chose et de disparition quand c'était mon tour de compter. Ma sœur a levé les yeux au ciel et a dit que je faisais tout ça à cause d'une fête manquée. Owen s'est levé avant que je puisse répondre. Il n'a pas élevé la voix, ce qui, d'une certaine manière, a rendu ses paroles plus percutantes. Il a dit, il ne s'agit pas d'une fête. Il s'agit d'années d'utilisation d'une femme qui a continué à choisir la grâce jusqu'à ce que vous confondiez tous cette grâce avec de la faiblesse. Personne ne lui a répondu. Il ne pouvait pas, parce qu'il avait raison et parce que la vérité pèse plus lourd quand elle vient de quelqu'un qui n'a rien à gagner en la disant. Je leur ai dit qu'ils n'étaient plus les bienvenus pour me contacter, sauf si cela concernait le remboursement de ce qu'ils avaient pris. Et même dans ce cas, ils pouvaient le faire par courriel. Ma mère a dit que je déchirais la famille. Je lui ai dit que les familles ne s'effondrent pas parce qu'une personne arrête de payer les factures de tout le monde. Elles s'effondrent parce que trop de gens deviennent à l'aise avec le fait de traiter l'amour comme une ressource qu'ils ont le droit d'épuiser. Ma sœur s'est levée si vite que sa chaise a raclé le sol. Pendant une seconde, j'ai cru qu'elle allait enfin s'excuser, mais au lieu de cela, elle a dit que je regretterais de les avoir humiliés comme ça. Je l'ai regardée et j'ai dit, la différence entre nous, c'est que je ne vous humilie pas. Je laisse vos propres choix être vus en plein jour. Ils sont partis furieux, offensés, secoués, et pour la première fois de ma vie, sans avoir le contrôle de l'histoire. Si vous avez déjà eu affaire à des gens comme ça, vous savez déjà ce qui s'est passé ensuite. Ils ne sont pas rentrés chez eux pour réfléchir. Ils ont lancé une campagne. En 2 jours, des parents à qui je n'avais pas parlé depuis des mois m'envoyaient soudainement des textos pour me demander si j'allais bien, ce qui est la version polie de dire « Ta mère raconte à tout le monde que tu as perdu la tête ». Ma mère a commencé à appeler les membres de la famille avec une voix pleine de dignité blessée, expliquant que les hormones de grossesse m'avaient rendu instable et qu'Owen me montait contre eux. Ma sœur a choisi une approche plus raffinée. Elle a insinué en ligne que certaines personnes deviennent cruelles à la minute où elles se sentent puissantes et que la gratitude disparaît des familles modernes. C'était assez vague pour ne pas me nommer et assez spécifique pour que tout le monde au niveau local comprenne exactement de qui elle parlait. Quelques femmes de l'église m'ont désabonné. Une de mes cousines m'a envoyé un message disant que je devrais essayer de pardonner avant l'arrivée du bébé parce que le stress est mauvais pour les enfants. Celui-là m'a presque fait jeter mon téléphone à travers la pièce. Au lieu de cela, j'ai fait la chose que ma famille n'attendait jamais de moi. J'ai gardé des archives et je n'ai presque rien dit. Quand une tante a appelé directement pour demander si les histoires étaient vraies, je lui ai envoyé par courriel une copie expurgée de l'historique des paiements et des messages de ma mère et de ma sœur. 10 minutes plus tard, elle a rappelé, avec l'air de quelqu'un qui venait de découvrir que le sol de sa maison était creux. Elle a dit, eh bien, ce n'est pas ce qu'on m'a dit. Exactement. J'ai dit. C'était le début du changement. Je n'avais pas besoin de me défendre auprès de tout le monde. J'avais seulement besoin de la vérité entre les mains de quelques personnes qui se souciaient encore des faits. Pendant ce temps, les conséquences pratiques avaient commencé à se manifester du côté de mes parents. Parce que j'avais notifié la direction immobilière par écrit et parce que le loyer était déjà précaire depuis 2 mois avant que je me retire, l'avis de retard s'est rapidement transformé en avertissement formel. Ils ne pouvaient pas m'en blâmer sans admettre qu'ils dépendaient de mon argent depuis le début, ce qui aurait ruiné leur histoire de victime. Alors, au lieu de cela, ils se sont débattus. Mon père a commencé à vendre des outils et de vieux appareils électroniques en ligne. Ma mère a essayé d'emprunter à 2 parents qui avaient déjà vu les reçus. Ma sœur a promis d'aider, puis a apparemment découvert qu'aider avec son propre argent était très différent d'aider avec le mien. La partie la plus satisfaisante était qu'aucun de leurs problèmes ne m'obligeait à lever le petit doigt. Tout ce que j'avais fait, c'était de m'éloigner. L'effondrement était leur propre architecture qui s'écroulait sans la poutre de soutien cachée que j'étais. Puis la vie de ma sœur a commencé à se fissurer dans des domaines qu'elle avait passé des années à prétendre parfaits. Brooke travaillait comme agent immobilier dans un de ces marchés de banlieue où l'image compte presque autant que les chiffres. Les gens ne vous engagent pas seulement parce que vous connaissez la superficie. Ils vous engagent parce qu'ils vous font confiance dans leur maison, avec leur argent, près de leur contrat. Une histoire sur une femme se moquant publiquement de sa sœur enceinte tout en laissant leurs parents vivre au crochet de cette sœur n'est pas le genre de choses qui tue une carrière du jour au lendemain.
Mais dans une ville comme la nôtre, cela fait quelque chose de presque pire. Cela change la façon dont les gens hésitent avant de signer. 2 consultations pour des mises en vente ont disparu. Une journée portes ouvertes planifiée de longue date a été réattribuée à un autre agent de son bureau après qu'un client ait dit qu'elle voulait le moins de drame attaché à la vente. Brooke a essayé de faire passer ça pour de la jalousie. Son mari n'était pas intéressé. Il avait toujours été silencieux, le genre d'homme qui se fondait dans le décor lors des dîners de famille. Mais apparemment, même les hommes silencieux ont une limite. D'après ce que j'ai entendu par un cousin, il a découvert qu'elle lui avait dit que mon soutien à nos parents était occasionnel et volontaire, et non mensuel et essentiel. Il a également découvert qu'elle avait utilisé la carte d'urgence pour des frais qu'elle décrivait comme des dépenses familiales alors que certains d'entre eux étaient des rendez-vous au salon de beauté, des achats en boutique, et une partie de ce voyage en hôtel. Il a déplacé une partie de leur argent sur un compte séparé et a passé 2 semaines chez son frère. Rien que cela aurait détruit le sentiment de contrôle de ma sœur, bien plus que n'importe quelle dispute n'aurait pu le faire. Mes parents ont tenu un autre mois dans l'appartement avant que la vie finale n'arrive. Ils ne se sont pas retrouvés à la rue parce que la vraie vie est rarement aussi cinématographique, mais ils ont fini exactement là où les gens atterrissent quand ils brûlent les ponts plus vite qu'ils ne les construisent. Un motel pour long séjour près de l'autoroute avec des tapis délavés, un climatiseur faible et un parking rempli de gens prétendant que cet arrangement était temporaire. J'ai appris la nouvelle du déménagement par la sœur de mon père qui était allée aider ma mère à faire ses cartons et en était revenue furieuse des mensonges qu'on lui avait servis. Elle m'a dit qu'il y avait des boîtes partout et que ma mère trouvait encore l'énergie de dire que je les avais trahis. Je lui ai posé une question. A-t-elle mentionné le message où elle disait que je n'étais pas de la vraie famille? Il y a eu une longue pause au bout du fil. Puis ma tante a dit non. Elle a omis cette partie. Bien sûr qu'elle l'avait fait. Quelques nuits plus tard, ma mère m'a envoyé un dernier long texto sur la honte et la loyauté et comment les bonnes filles ne punissent pas leurs parents. Je l'ai regardé en étant assise sur le sol de la chambre de bébé, entourée de cadeaux de naissance non ouverts et de minuscules vêtements pliés. Puis je l'ai bloqué. Mon père a suivi. Puis ma sœur. Cela n'a pas semblé explosif. C'était comme verrouiller la porte d'entrée après qu'une tempête ait déjà traversé la maison. Dehors, les conséquences continuaient de suivre leur cours sans moi. Dedans, pour la première fois depuis des années, ma maison était calme. 3 semaines plus tard, je suis entré en travail un jeudi après-midi chaud, avec Owen conduisant d'une seule main et s'excusant à chaque fois que nous tombions sur un feu rouge, comme s'il contrôlait personnellement la circulation dans le centre du Tennessee. Au moment où nous sommes arrivés à l'hôpital, j'étais effrayé, épuisé et étrangement calme tout à la fois. Il y a quelque chose dans l'accouchement qui réduit la vie à ce qui est réel. Qui est là? Qui est stable? Qui a mérité le droit d'être près de vous dans un moment aussi vulnérable? Ma mère n'était pas là. Ma sœur n'était pas là. Mon père ne faisait pas les 100 pas dans une salle d'attente en prétendant qu'il m'avait toujours soutenu. Les personnes qui se sont présentées étaient Owen, ses parents, et plus tard sa tante avec un sac rempli de collations que personne n'avait demandé mais dont tout le monde a fini par avoir besoin. Quand ils ont posé ma fille sur ma poitrine, rose, furieuse et parfaite, je n'ai pas pensé à la vengeance. Je n'ai pas pensé à l'appartement, au motel, aux messages ou aux années que j'avais gaspillées à essayer de devenir assez digeste pour des gens déterminés à mal me comprendre. J'ai pensé au soulagement. J'ai pensé à la quiétude que la paix peut procurer quand on n'y est pas habitué. J'ai pensé au fait que cet enfant ne verrait jamais sa mère supplier d'être traité avec une dignité élémentaire par des gens qui ne se souvenaient de l'amour que lorsqu'ils avaient besoin d'accéder à quelque chose. Nous l'avons ramené à la maison dans une chambre de bébé remplie de mots manuscrits d'amis et de membres de la famille qui étaient venus parce qu'ils le voulaient, non pas parce que les apparences l'exigeaient. Il y avait des gratins dans le frigo, des fleurs sur le comptoir, et une pile de cartes de remerciements que je voulais vraiment écrire. Un mois plus tard, une enveloppe est arrivée avec l'écriture de ma sœur sur le devant. Je l'ai reconnue instantanément et j'ai failli la jeter sans l'ouvrir. Au lieu de cela, je l'ai posée sur la table de la cuisine et je l'ai laissée là pendant 2 jours pendant que je nourrissais le bébé, pliais le linge et arrosais la plante que la mère d'Owen avait apportée. Le 3e jour, je l'ai ouverte. L'excuse à l'intérieur était prudente, soignée et tardive. Elle disait que les choses avaient dégénéré. Elle disait qu'elle avait été sous pression. Elle disait qu'elle n'avait jamais pensé que ça irait aussi loin. Ce qu'elle n'a pas dit, c'est « j'avais tort quand j'ai dit à maman que tu n'étais pas de la vraie famille ». Elle n'a pas dit « je t'ai utilisé ».
Elle n'a pas dit « J'ai apprécié le rôle que j'avais dans un système qui te faisait du mal parce qu'il me profitait ». Même dans des excuses, elle éditait encore la vérité pour la rendre assez flatteuse pour survivre à une relecture ultérieure. J'ai plié la lettre, l'ai remise dans l'enveloppe, et j'ai écrit 2 mots sur le devant avant de la recéler. Trop tard. Je l'ai postée le lendemain matin. Ce fut le dernier contact direct que j'ai eu avec l'un d'entre eux. Avec le temps, des bribes de nouvelles me parvenaient encore, comme les nouvelles le font toujours dans les familles qui apprécient le spectacle plus que l'honnêteté. Mes parents ont trouvé un logement plus petit plus loin de la ville. Le mariage de ma sœur n'a pas officiellement pris fin, mais tout le monde disait que c'était différent maintenant, plus froid, plus prudent, maintenu par des emplois du temps et des obligations partagées plutôt que par la confiance. Peut-être que c'était vrai. Peut-être pas. À ce moment-là, je n'avais plus besoin de nouvelles pour me sentir en paix. La vraie fin avait déjà eu lieu dans une chambre d'hôpital quand j'ai réalisé que l'amour que j'avais passé ma vie entière à poursuivre n'était pas rare du tout. Il n'avait simplement jamais existé chez les personnes auprès de qui je le poursuivais. Cela a tout changé pour moi. Cela a changé ma façon de voir la culpabilité, les limites, le vieux mensonge selon lequel endurer les mauvais traitements vous rend noble. Ce n'est pas le cas. Parfois, cela vous rend simplement plus facile à utiliser. La leçon que j'ai tirée de tout cela n'est pas que la vengeance fait du bien. Même si je mentirais si je disais qu'il n'y avait aucune satisfaction à voir la vérité leur coûter enfin quelque chose. La vraie leçon, c'est que la gentillesse sans limite devient une permission. Et les enfants qui grandissent en méritant des miettes d'approbation deviennent souvent des adultes qui confondent le sacrifice de soi avec l'amour. Je n'enseignerai jamais cela à ma fille. Je lui apprendrai que la famille n'est pas définie uniquement par le sang. La famille, ce sont les gens qui sont présents, qui disent la vérité, qui respectent votre nom, et qui ne vous demandent pas de saigner juste pour prouver que vous vous souciez d'eux. Je lui apprendrai que protéger sa tranquillité n'est pas de la cruauté. S'éloigner des gens qui continuent d'utiliser votre cœur comme une facture de service public n'est pas égoïste. C'est de la sagesse. C'est du respect de soi. C'est ainsi que les cycles prennent fin. Alors si vous avez déjà été la personne silencieuse, la personne fiable, celle que tout le monde appelait quand ils avaient besoin d'argent, de patience, de compréhension ou d'une chance de plus, j'espère que vous m'entendrez quand je dis ceci. Vous ne devez pas un accès à vie à des gens qui traitent votre amour comme une ressource plutôt que comme un cadeau. Parfois, la chose la plus significative que vous puissiez faire pour vous-même, pour votre mariage, pour votre enfant, et pour la vie que vous essayez de construire, c'est de dire non une fois et de le penser. Et si les gens autour de vous ne réalisent votre valeur qu'après que vous ayez cessé de les sauver, cela ne signifie pas que vous aviez tort. Cela signifie qu'ils ont finalement dû faire face aux conséquences que vous portiez pour eux depuis le début.